les gens sont capables de vous dire, dans la même conversation, il faut absolument favoriser l'avenue de multinationales à Genève parce que c'est bien pour l'économie, et puis en même temps dire, ben non, la zone villa doit rester la zone villa. Ça va être difficile de faire que ces deux choses cohabitent et se coordonnent. Genève est un peu prise à son propre piège. 5 ans, c'est rien en termes de construction à Genève. Et donc, rien n'a pu être fait, ou de modification de zone, donc rien n'a pu être fait dans les 5 ans. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Nouvel épisode aujourd'hui avec maître Yves Decoulon. Vous êtes avocat au barreau, spécialiste FSA, droit de la construction de l'immobilier, et puis associé de l'étude Valfort à Genève. Bonjour Yves. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode. Avec plaisir. Bonjour Edouard. Pour débuter peut-être historiquement, vous êtes actif à Genève. Vous avez, et dans le canton de Vaud. Et dans le canton de Vaud, voilà. Et puis, vous avez vu évoluer ces marchés immobiliers. D'un point de vue juridique purement, comment est-ce qu'on pourrait décrire l'évolution du marché immobilier sur 20-25 ans? Ça va dans quelle direction? Alors, on peut, je dirais que les deux points saillants qu'on peut mettre en avant sur l'évolution du marché immobilier, enfin, de l'aménagement du territoire en général, de la façon dont on gère le territoire, dont on construit, c'est tout d'abord raréfaction sur les 15-20 dernières années, c'est raréfaction, et puis c'est légiférisation. Je ne sais pas si le néologisme existe, mais enfin, légiférisation, c'est-à-dire qu'on fait de la loi. Et alors, si je développe un tout petit peu, c'est que au départ, moi j'ai connu une Suisse à 6 millions d'habitants. Au début des années 70, il y avait 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 9. Ce qui veut dire, en 50 ans, 50% d'augmentation de la population. C'est considérable. Et évidemment, ça a des conséquences sur le logement et sur la capacité de chacun à se loger. Et ça a créé une tension qu'on vit et qu'on ressent encore aujourd'hui, à laquelle on est confronté en raison de l'extrême raréfaction du territoire, puisque la Suisse a la surface qu'elle a, alors Genève en particulier, puisque on sait bien que Genève est extrêmement coincée dans la frontière avec la France. Et donc, je dirais que c'est les deux principaux aspects. Cette raréfaction du territoire disponible a entraîné une volonté de légiférer pour organiser davantage la façon dont on construit. Et au fond, c'est comme ça que je qualifierais tout d'abord la situation de l'immobilier. Et puis, cette légiférisation avec une volonté de répartir la construction de logements entre le marché libre, accession à la propriété ou location, et d'un autre côté, un marché qui est plus surveillé, qui est un marché d'utilité publique, qui permet d'avoir des logements à des prix plus abordables. Et bien, cette organisation des choses a eu des conséquences, de même que l'augmentation de la population qui a fait naturellement monter les prix, évidemment, a eu des conséquences qu'on constate encore aujourd'hui, et dont la principale en matière de, je dirais, pour qualifier la modification du marché de l'immobilier, c'est qu'on est passé d'un marché qui était au niveau de la propriété très fragmenté. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de propriétaires privés qui étaient possesseurs d'immeubles locatifs, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. La propriété foncière, enfin la propriété immobilière de logement, elle est aujourd'hui essentiellement l'affaire, elle va l'être de plus en plus, elle est essentiellement l'affaire des investisseurs institutionnels, que ce soit des fonds de placement ou des caisses de pension ou des entités qui appartiennent à des banques, à des assurances, etc. C'est bien ça, vous pensez? Ça s'institutionnalise? Non, je pense que sociologiquement, c'était intéressant que ça reste dans les mains des individus. Maintenant, c'est une réalité. Vraiment, je crois que ce qu'il faut comprendre avec la problématique de l'immobilier en général en Suisse, c'est vraiment la limitation du point de vue du territoire. Il y a une énorme différence. Je l'ai dit, 50% d'augmentation de la population, 10% d'augmentation par 10 ans, enfin, c'est tous les 10 ans. C'est considérable et ça a complètement transformé le paysage.
ça a créé des réactions aussi au niveau de la population. Et si vous prenez les deux grands changements, puisque vous parliez de ces 15-20 dernières années, les deux grands changements en matière d'aménagement du territoire, c'est les modifications de la loi sur l'aménagement du territoire, que ce soit en 2014, ce qu'on appelle la LAT 1, donc la première modification importante de la loi sur l'aménagement du territoire. Elle était la conséquence d'une initiative populaire qui était, si vous vous souvenez peut-être de ce terme, qui était contre le mitage du territoire. Puisque typiquement, la prospérité en Suisse qui est importante et l'augmentation de la population, elle a amené une extension des zones villas, beaucoup. Et donc, on a commencé à construire des petites maisons un peu partout. Et à un moment donné, il y a des initiants qui se sont dit on mythe le territoire, c'est le terme. Aujourd'hui, on a beaucoup de termes pour tout. Donc, on mythe le territoire et le mitage du territoire, ça a été l'objet comme je l'ai dit, d'une initiative qui a suffisamment inquiété les autorités fédérales pour qu'elles se disent il faut prendre les devants et qu'on propose un contre-projet à cette initiative qui a été une révision importante de la loi sur l'aménagement du territoire. Alors, ce qu'il faut juste dire là-dessus, c'est que en fait, cette révision qui date de 2014, elle a eu un impact extrêmement important puisque, pour la première fois, l'État fédéral a pris les rênes en disant « Vous, les cantons, vous allez redimensionner votre zone à bâtir ». Et ça fait une grosse différence. Alors, on en parlera de la différence entre le canton de Vaud et le canton de Genève. C'est une grosse différence, parce que le canton de Vaud est beaucoup plus grand. Et donc, il avait beaucoup plus de réserves de surface. Mais, quoi qu'il en soit, la règle, en 2014, c'était de dire, vous devez redéfinir, vous devez redessiner vos zones à bâtir de manière à ce qu'elles correspondent à vos besoins en matière de logement pour les 15 prochaines années. Et ça, vous devez l'intégrer dans votre plan directeur cantonal. Et donc, vous devez supprimer des zones à bâtir existantes pour revenir à quelque chose qui est raisonnable et éviter ce mitage du territoire. Et ça a été un gros problème pour le canton de Vaud. Très, très gros problème. Pourquoi beaucoup plus pour le canton de Vaud que le canton de Genève ? En fait, je peux vous répondre avec des chiffres. Le canton de Genève, c'est 500 000 habitants. Et puis, le canton de Vaud, c'est moins de 900 000. Et le canton de Vaud est 11 fois plus grand. 11 fois plus grand 11 fois plus grand que le canton de Genève. Donc, vous voyez tout de suite l'histoire. C'est que... Et puis, en plus, alors on en reparlera, mais l'organisation est très différente en matière d'aménagement du territoire. Les communes ont beaucoup plus de pouvoir dans le canton de Vaud. Et donc, il y avait des développements qui avaient été imaginés dans les communes, partout dans le canton de Vaud, parce que l'espace ne manque pas, qui ont dû être redimensionnés. Et ça a été un très gros problème. Pour le canton du Valais aussi. Moi, je suis valaisan. Pour le canton du Valais aussi. Pour le canton du Valais aussi. Le canton du Valais est encore un petit peu différent parce qu'il a quand même des zones qui sont en fait l'équivalent du canton de Vaud ou du canton de Genève. C'est un peu la plaine du Rhône. Ouais. Mais dès qu'on monte dans les vallées, ça devient plus de la zone résidence secondaire. Et alors là, on tombe sur une autre problématique, un autre type de loi qui était aussi le résultat d'une initiative populaire. C'est la Lex Weber. Bien sûr. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Concentrons-nous sur l'aménagement du territoire Vaud-Genève. C'est quoi la différence fondamentalement ? C'est-à-dire que le canton à Genève décide beaucoup plus que ce que décide le canton de Vaud ? Il a beaucoup plus de pouvoir décisionnel. Ouais. Ah oui ? Le canton de Genève est beaucoup plus centralisé, c'est-à-dire que il y a une loi, le système est le même. Il y a un plan directeur cantonal, et puis ensuite les communes doivent adopter des plans directeurs communaux. Et ça, le système est le même. Mais par contre, il y a une grande différence, c'est au niveau des autorisations de construire. C'est-à-dire que l'autorisation de construire à Genève, elle est le propre de l'Office des autorisations de construire, qui est un office cantonal, alors que dans le canton de Vaud, les permis de construire sont délivrés par les communes. À Genève, c'est délivré par le canton ? Oui. Ah oui, tous les permis. Oui. C'est fou, ça. Oui. Mais c'est le seul canton en Suisse romande. Alors, franchement, je ne peux pas vous parler de tous les cantons. Oui, je pense. Oui, c'est le seul qui a une telle centralisation, mais c'est lié à sa taille. Ah oui. Honnêtement, c'est assez logique qu'il y ait une forme de centralisation vu le peu d'espace et l'extrême attractivité de Genève. Ça me paraît pour le coup assez normal. Parce que les communes font quand même leurs plans directeurs communaux. Oui.
absolument. Donc elles ont quand même la mainmise un peu sur le développement qu'elles souhaitent faire dans leur commune. Relativement, parce que jusqu'à il y a peu de temps, enfin, vous savez, les communes genevoises ont essentiellement, alors, en tout cas, les communes de la rive gauche, les communes de la rive droite, elles ont pas mal de zones industrielles, de zones de développement, etc. Les communes de la rive gauche en ont beaucoup moins, elles ont essentiellement de la zone villa. Et en matière de zone villa, alors, jusqu'à maintenant, vous savez, c'était le taux d'occupation du sol, c'était 0,2, puis c'est passé à 0,22. Et puis finalement, la loi sur les constructions à Genève a fait passer ce taux de 0,22 à possiblement 0,4 avec des hautes performances énergétiques, et puis éventuellement 0,6 avec des très hautes performances énergétiques. Mais c'est que si on monte à 0,6 qu'on a, un préavis de la commune qui est obligatoire, c'est-à-dire qui est bloquant. C'est-à-dire que si la commune s'oppose, on ne peut pas construire. Mais par contre, jusqu'à 0,44, vous pouvez obtenir une autorisation de construire, alors même en zone villa, donc d'un habitat groupé qui est un petit immeuble, alors même que la commune vous dit non, je ne veux pas de ça ici. Alors il y a eu une petite modification récente dans la loi à cet égard, parce que les communes se plaignaient justement de ça, exactement par rapport à ce que vous disiez. Et alors, le canton, le Grand Conseil, a octroyé, a modifié l'article 59 de la loi sur les constructions en disant que dorénavant, en fait, on ne pourra faire de ce genre de développement que dans les zones que les communes ont identifiées dans leur plan directeur comme étant des zones de densification accrue. Donc voilà, donc les communes ont dû, pour avoir cette possibilité d'avoir leur mot à dire, d'avoir une autorité sur la question, elles ont dû modifier leur plan directeur communal. Ce n'est pas encore fait dans toutes les communes. Ça commence à être de plus en plus le cas. Et de cette manière, elles peuvent dire, là, on est d'accord de faire une densification accrue, là, non. Et donc là où il y a des densifications accrues possibles, parce que là on parle des zones villas, en soi, oui, c'est ça, on parle 0,2, 0,4, 0,6. Oui. Là où il y a des zones de densification accrues, c'est là où ce sera possible de faire du 0,6. Oui, exactement. Ok, d'accord. Okay. Mais ça veut dire quand même que ça, on a et on en parlait d'ailleurs avant de faire l'épisode, hein, vous disiez la zone villa à Genève et puis le développement de la construction à Genève est devenu un petit peu archaïque, ou anarchique plutôt, dans le développement territorial, mais surtout dans les zones villas. Ouais. Mais pourquoi? À cause de ça? C'est-à-dire qu'on a eu des petits immeubles qui ont poussé à côté des villas. Elle a un petit côté anarchique en zone villa, parce que justement, ça a été un compromis, parce que vous savez, à Genève, tout est affaire de compromis, parfois un peu boiteux. Parfois un peu boiteux. Mais quoi qu'il en soit, c'était un compromis qui avait été trouvé parce qu'on voulait que la zone villa fasse sa part de l'effort de densification. Et c'était ça l'idée du législateur. Et donc, il a été décidé de sortir de la règle des 0,2 taux d'occupation du sol en permettant de monter à une occupation supplémentaire pour qu'on puisse un peu densifier la zone villa. Par contre, c'est resté complètement libre, ce dont on peut se réjouir, parce que ça permet de construire plus vite, plus efficacement. Là où je dis que c'est anarchique, c'est que le problème, c'est que les infrastructures ne suivent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors, contrairement à la zone de développement où vous devez avoir un plan localisé de quartier qui définit comment le sol sera occupé, où seront l'emplacement des immeubles, où seront les espaces verts, etc. Tout ça n'existe pas en zone villa. Et donc, ça veut dire que si vous achetez un terrain à une personne qui veut plus habiter sa villa, eh ben, vous allez devoir construire un habitat groupé en tenant compte de la forme du terrain, qui est très aléatoire, parce que ça ressort de plein de découpages historiques, etc. Donc, peut-être vous ferez un habitat groupé comme ça, puis ensuite un comme ça, puis ensuite un comme ça. Et donc, sans aucune approche réfléchie. Et puis surtout, les voies d'accès ne sont pas mises aux normes, aux normes. Elles ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que vous allez avoir une augmentation, une densification, donc une augmentation de la population, des voitures, etc. Surtout que les transports publics ne sont pas très développés dans les zones villas, par la force des choses. Et donc, vous allez avoir une augmentation du trafic automobile, même de vélos, etc., sur des chemins qui étaient des petits chemins qui reliaient des villas.
Et ça pose un problème et une certaine forme d'anarchie qui est un peu problématique à Genève. Vous pensez sur rive gauche, zone villa, il faudrait ne pas faire de bâtiments, là, d'immeubles. Rester sur de la villa. Ou choisir entre les deux. Si on fait des immeubles, on fait des immeubles. Si on fait des villas, on fait des villas. Alors, il faut tenir compte d'une réalité sociologique. Ouais. C'est que le prix, imaginez quelqu'un qui a acheté sa villa dans les années 70, quand il était jeune et qu'il avait une jeune famille qui commençait, qui s'établissait dans la vie, une famille, c'était possible à l'époque. On pouvait acheter une villa avec 1500 mètres, 2000 mètres carrés de terrain, etc. Puis, je sais pas, il l'a payé peut-être 500 000 francs. Hein. Aujourd'hui, cette même villa, elle vaut 5 millions. Alors, s'il a plus qu'un enfant, comment est-ce qu'il peut la céder à ses enfants ? Pas possible, parce qu'aucun d'eux ne va pouvoir racheter aux autres. Donc, la seule solution, c'est de vendre. Acheter une villa à 5 millions aujourd'hui, personne ne peut faire ça. Ou alors, ceux qui ont les moyens d'acheter ça, ce n'est pas le genre d'objet qu'ils ont envie d'acheter. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est presque inévitablement un promoteur qui va l'acheter, ou même le propriétaire lui-même qui va faire le promoteur. Et on va construire de l'habitat groupé. Et donc, c'est une évolution qui est inévitable et qui est une réalité. C'est ce qui va se passer. Et qui correspond, ma foi, encore une fois, à une réalité sociologique, c'est qu'on a besoin de plus de logements. Et donc, ça paraît difficile aujourd'hui de continuer à avoir une famille sur un grand terrain de 2000 mètres carrés, alors qu'on pourrait peut-être y mettre 5 familles qui seront dans un habitat groupé, en PPE, et qui correspond beaucoup plus aux standards d'aujourd'hui, ce qui fera aussi des logements que les gens pourront acheter. Mais ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris à la votation en 2013. C'est ce que les gens ont voté, ça. C'est ce qu'ils ont voulu, en soi. La révision de la latte. C'était ça, le but. Alors, elle existe depuis toujours, mais elle n'était pas appliquée. Alors, la révision de la latte, c'était contre le mitage. Alors, ça ne touche pas la zone villa de Genève, parce que, en fait, mais ça touche, par contre, évidemment, les zones, la capacité à construire des petites villas dans le canton de Vaud. Oui. Parce qu'on a redimensionné les endroits où on pouvait construire. Et donc, évidemment, ça touche la construction de la maison individuelle, en particulier dans le canton de Vaud. Et donc ça, c'était une mauvaise trajectoire. Pensez-vous bien. Non, je pense que ça a été mal fait. Non, c'est typique de la contradiction qu'on a tous en nous, entre l'envie de garder le Heidi Land et l'envie de conserver notre niveau de vie. Or, on sait bien que notre niveau de vie, il dépend de la compétitivité. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je pense. Non, mais c'est tout à fait juste. Que le niveau de vie dépend de la compétitivité, de la compétitivité et de l'attractivité du pays. Et donc, si on veut qu'un pays demeure compétitif et attractif, il faut qu'il puisse loger les gens qui viennent. Et donc, la population augmente, donc le besoin en logement augmente, donc on peut plus se loger comme avant. Sinon, on continue à étaler les villas partout et on mite le territoire. Et puis, il y aura bientôt plus de zones vertes. On s'est pas planté avec cette révision de la latte, quand même. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce que les gens votaient, c'est pas ce qu'ils pensaient. Enfin, fondamentalement, j'ai l'impression qu'on s'est planté parce que, alors moi, j'ai même pas voté, j'avais pas l'âge de voter. Quand, vous l'aviez pas, non, évidemment. Mais moi, donc, je l'avais depuis longtemps. Et vous aviez voté, oui ou non? Je pense, oui, parce qu'il y avait un vrai risque. Hein. Vous savez, c'est toujours ce système avec le contre-projet. C'est-à-dire que, et c'est ce qui vient de se passer encore une fois avec la latte 2, c'était cette fois sur le bétonnage, halte au bétonnage et à l'imperméabilisation des sols. Mais hors zone à bâtir, non? Oui, bien sûr. Oui, absolument, vous avez raison. Mais ça, c'est typiquement, si vous voulez, c'est la question de savoir, est-ce qu'on prend le risque de jouer une initiative à qui tout double, hein, comme avec l'Alex Weber, par exemple, et puis le résultat, la pièce tombera d'un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'on anticipe et on essaye d'avoir une vision plus réfléchie et plus organisée. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est juste. L'approche est juste. L'approche est juste de la part de l'autorité fédérale de se dire, on a une initiative, elle correspond, on voit qu'elle a il y a un risque qu'elle passe, donc elle correspond à une sensibilité de la population, et il faut essayer de la traduire dans la loi. Et ça me paraît être une bonne manière de légiférer dans une démocratie. Ouais, c'est juste. C'est un bel exemple, la Suisse, pour ça. Ça fonctionne assez bien. Mais là où je dis que la latte, on s'est planté en révisant cette latte, c'est que
on a gardé les mêmes règles dans le domaine de la construction, mais sauf que on a décidé d'arrêter de construire horizontalement et au lieu de disperser les gens, on a décidé de les empiler. Oui. Tout simplement, c'est ça le but de la latence. Mais sauf que, et puis ça c'est l'autre problème aujourd'hui que vous devez confronter d'ailleurs en tant qu'avocat, mais c'est qu'on a la même possibilité de s'opposer, la même possibilité de donner son avis, la même possibilité de... Et en plus, accessoirement, maintenant, on a donc les outils d'aménagement du territoire qui ne sont pas du tout prêts chez différentes communes. On a des communes et des cantons qui sont complètement éclatés, c'est-à-dire il y a des cantons dans lesquels il y a des communes qui sont très avancées, qui ont déjà anticipé leur aménagement, qui ont des plans d'affectation qui sont prêts depuis longtemps, et d'autres communes qui ne sont pas du tout prêtes. Par exemple, de pur hasard de Montreux, qui ne construisent plus depuis 10 ans. Et ça joue pas. Parce que tout ce qui se fait pas dans ce genre de commune, ça se fait ailleurs, ce qui pose des problèmes ailleurs. Puis ensuite, après, on utilise des zones réservées politiquement pour dire il faut arrêter ça, les vilains promoteurs, etc. Enfin, j'ai l'impression que ça s'est fait. C'est soit ça aurait dû être fédéral, puis dire ok, on se met tous à jour, mais on fait tout ça en même temps. Soit ça aurait dû être ok, on fait ça, mais par contre, les gens n'ont plus le droit de donner leur dernier mot. C'est-à-dire ils veulent densifier, mais alors ça, ils peuvent plus s'opposer à une construction qui est en règle. Et qui respecte un permis de construire, qui respecte le règlement des constructions sans dérogation. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on... Vous n'êtes pas très démocrate, Edouard. Oui, ce que je veux dire. Si, mais quand la démocratie a choisi de construire une tour, il ne faut pas qu'on dise après, ok, vous avez le droit de vous opposer à la tour que vous avez décidé de faire. Oui, c'est ça que j'arrive pas. Non, c'est vrai. Maintenant, il faut reconnaître que quand on prend des grandes orientations en termes législatifs, c'est quasiment impossible pour les votes, pour les citoyens, de se faire une idée précise des conséquences que ça va avoir. Et d'ailleurs, même pour les politiques, à mon avis. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile d'envisager tout ce que va entraîner une modification législative d'importance. Et donc, une modification comme la LAT 1, puis maintenant la LAT 2, mais la LAT 1 était quand même très sévère, c'est vrai que ça entraîne une foule de choses derrière. Parce que d'abord, il y a le fédéralisme et le fait que d'un canton à l'autre, c'est complètement différent. On a fait la différence entre Genève et Vaud, et c'est d'énormes différences. C'est la même chose entre Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Vous avez d'un côté un endroit très densifié, d'un autre un endroit beaucoup moins densifié. Donc, les réserves foncières ne sont pas du tout les mêmes. Et les implications, les conséquences ne sont pas les mêmes. De la même manière que la Lex Weber, pour Genève, c'était facile de la voter. Pour le Valais, c'était moins drôle. Ouais. Après, mais finalement, c'était pas forcément une mauvaise chose pour le Valais. Ah ouais? On pourra en reparler. Mais c'est pas le sujet du jour. C'est vrai. non, mais c'est intéressant. Mais pourquoi en même temps, c'était parallèle à la latte un peu, ces dotations, c'était juste avant. Mais pourquoi c'était une bonne chose pour le Valais? Alors, d'abord, moi, j'ai voté contre, parce que je suis parti de l'idée, en bon fédéraliste, que on pouvait pas faire ça aux cantons qui vivaient de ça. C'était quand même à eux d'organiser leur territoire. On ne pouvait pas leur dire, depuis les zones urbaines, c'est comme ça que ça se passe, et puis maintenant, vous vous débrouillez. C'est pas si simple. C'est un peu comme avec le loup. Ouais. Il faut tenir compte du fait qu'il y a des gens qui vivent avec, alors il faut trouver les équilibres. Bon. Donc, moi, j'avais voté contre. Par contre, depuis que c'est passé, j'en ai beaucoup parlé en Valais, où je vais très souvent, et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de Valaisans qui avaient voté pour. Et ce qui m'a beaucoup surpris, alors il y avait quand même une majorité de non en Valais, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient voté pour, et ces gens-là sont très typés, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont dans le tourisme, pas dans l'immobilier, dans le tourisme. La plupart ont voté pour. Parce que, je ne vais pas faire des pourcentages, je dis la plupart, grande partie ont voté pour, parce que en réalité, je pense que l'évolution des stations de montagne, en Valais en particulier, puisque c'est l'endroit que je connais bien, elle n'est pas favorable aux stations de montagne. La problématique que tout le monde connaît, des lits froids, etc., tout ça, c'est une vraie problématique. Et en fait, la Lex Weber, elle a mis un coup d'arrêt au fait que les Valaisans faisaient surtout de l'immobilier plus que du tourisme. Alors maintenant, ça va les forcer à faire davantage du tourisme et probablement dans leur propre intérêt. Non, c'est très juste. Ah, franchement, moi j'avais pas l'âge de voter, j'aurais voté non, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à prendre en considération. La première, c'est que, franchement, on va commencer à sentir la Lex Weber en Valais. Parce que ça a construit jusqu'en 2021, 2022. C'était des autorisations de construire qui ont entraîné, qui ont été reprolongées. En Valais, c'est 5 ans, 3 ans plus 2.
la durée de l'autorisation. Donc après, on commence à construire, ça traîne. On a vu des radiers d'ailleurs construits à peu près partout dans les montagnes pour justement bénéficier d'un peu plus de temps. Mais on a construit des trucs qu'on ne voulait pas construire, des trucs très moches parce qu'il fallait faire vite, parce que à cause de la loi 1. Donc moi, je pense qu'elle a très clairement poussé la construction d'hôtels. Et les gens qui travaillent dans le tourisme préfèrent des hôtels à des résidences secondaires, c'est évident. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'eux ont probablement voté oui, ce qui est logique. Mais bon, après, même un restaurateur, il va préférer des hôtels et des résidences secondaires. Ça va lui rapporter très probablement plus de clients et d'argent que, voilà, économiquement. Mais je pense que, alors, il aurait fallu peut-être intégrer plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que les appart-hôtels aujourd'hui cartonnent. Parce que c'est tout ce qu'on peut construire maintenant. Et puis c'est un concept qui plaît bien aux gens. Donc l'hôtellerie commence à prendre un peu, les appart-hôtels aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas eu d'aide qui a suivi suffisamment pour les hôtels ou pour les appart-hôtels. Et je pense que c'était un peu drastique. Maintenant, je dis ça, moi. Avec un peu de recul. Et c'était complètement drastique, ça, c'était évidemment. Très drastique. Voilà. Bien sûr. Parce que toutes les stations qui ont. Parce que 20%, c'est une attaque frontale pour toutes les stations de ski. Parce que dans les stations de ski, vous êtes à 75% de résidence secondaire. C'est clair. Voilà, mais c'est typique. Si vous voulez, c'est pour ça que je prenais cet exemple. On a fait une petite digression. Mais pour revenir à nos histoires de la latte qui nous intéressent aujourd'hui, typiquement, c'est pour ça que je pense que l'État fédéral a été bien avisé d'agir. Parce qu'il ne s'est pas laissé imposer le risque d'un basculement total. Parce que, alors, pour le coup, les initiatives contre le mitage du paysage ou contre la bétonisation des sols, là, c'est des positions évidemment beaucoup plus radicales. Et si elles passent, comme l'Alex Weber est passé, alors là, tout à coup, vous vous trouvez devant un vrai problème. Donc, ça me paraît assez logique, assez sain d'anticiper ça en disant « Ok, on va faire une partie, comme ça, on va satisfaire tous ceux qui se disaient peut-être, mais c'est quand même un petit peu trop loin, c'est aller trop loin, etc. » On va leur donner quelque chose, et puis voilà. Maintenant, après, comme on l'a dit, c'est pas toujours facile d'anticiper les conséquences des votations, des modifications législatives qu'on vote en votation populaire. Avec le recul, c'est quoi qu'il aurait fallu faire avec la latte quand elle a été introduite pour qu'elle soit peut-être mieux appliquée ou qu'elle passe plus avec le temps ? Si vous vouliez que les lois fédérales soient appliquées de manière totalement homogène et efficace, il faudrait supprimer le fédéralisme. C'est-à-dire qu'il faudrait supprimer l'autonomie des cantons et dire que maintenant, en matière d'aménagement du territoire, c'est totalement fédéral. Ce qui serait... Je pense, je n'ai pas examiné la question, mais ce qui serait possible d'un point de vue constitutionnel, mais ce qui serait inacceptable pour les citoyens, parce qu'on est attaché à cette idée qu'on dirige son mode de vie depuis son canton. Et donc, une telle fédéralisation, ce serait inacceptable en Suisse. Mais évidemment, ce serait le seul moyen de faire une application homogène partout de la loi fédérale. Après, oui, justement, la loi fédérale, elle est quand même fédérale. Le principe de base même de la latte, c'est fédéral. Oui, c'est le même en Valais qu'à Genève. Mais c'est un cadre. La loi fédérale, c'est un cadre. C'est pour ça qu'à Genève, d'ailleurs, vous n'avez pas senti la latte. Ça ne change rien à Genève. Non. Parce qu'au final, ça n'a rien changé. Il y a tellement d'habitants dans l'évolution démographique des 15 prochaines années, il y a de toute façon pas assez de terrain. Donc voilà, je pense que ça... c'est comme les zones réservées, ça. Il y en a oui, pas. Ça a quand même posé un problème en termes de zones d'assolement. C'est encore un sujet dont on n'a pas parlé. Les zones d'assolement. Oui, parce que vous savez que la Suisse, c'est un petit pays, on l'a déjà dit, mais c'est un pays neutre, indépendant, qui veut le rester. Et donc, on l'a vu lors des 2 derniers conflits mondiaux, les frontières se ferment. Quand les frontières se ferment, il faut nourrir la population. Et donc, vous avez, de par des règles de défense nationale, vous avez des terrains réservés pour être consacrés à l'agriculture en cas de guerre. Et donc, chaque canton doit fournir sa contribution à ce qu'on appelle les zones d'assolement. Et donc ça, ce sont des choses qui sont, de par la défense nationale, interdites à être dézonées. On ne peut pas dézoner, on peut pas descendre en dessous de son quota de bonnes terres agricoles disponibles en cas de conflit armé. Et en cas de fermeture des frontières. Ce n'est pas forcément un conflit armé, d'ailleurs, ça pourrait être pour d'autres raisons. Mais ça, c'est pas possible. Donc, pour Genève, ça a posé un problème parce que Genève s'est trouvée tout d'un coup confrontée à la problématique des zones d'assolement
parce qu'elle avait des ambitions de dézonage de terres agricoles qu'elle a dû réviser à la baisse. Et donc, ça a quand même impliqué une mise à jour de son plan directeur cantonal. Mais rien de comparable avec ce qui s'est passé dans le canton de Vaud, parce qu'on n'a pas eu les psychodrames qu'on a vécu dans les communes vaudoises, où le syndic devait aller dire « Bon, bah écoute, toi, ton terrain, il était constructible, demain, il ne l'est plus. » Voilà. Exactement, ouais. Ce qu'on a eu beaucoup en Valais. Qui est vraiment problématique. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a des plans. Moins bien les mais c'est la même chose. En montagne, c'est la même chose en pire. Quoi. Parce que ça, ces communes concernées par ça, c'est typiquement les communes de Châteaudet. Pour le canton de Vaud, c'est un peu les communes de montagne, ou peut-être Gros de Vaud. Non, parce que les communes de montagne, elles avaient déjà été rattrapées par l'Alex Weber. Hein. Ouais, alors, je ne sais plus quand on a voté l'Alex Weber, mais... C'est une année avant. Ouais, donc, 2012. Voilà, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Donc, elles avaient déjà été rattrapées par l'Alex Weber. C'est pas là que ça a fait le plus mal. Non, c'est plutôt les communes du Gros de Vaud, qui sont les communes pendulaires de Lausanne, de l'agglomération lausannoise, et dans lesquelles on avait des grosses réserves de construction, où on pouvait effectivement envisager encore de la construction de villas, d'habitats groupés, de villas mitoyennes, etc., comme on en fait encore beaucoup. Et dans le canton de Vaud, à Genève, de la villa mitoyenne encore un peu, mais plus beaucoup, mais de la villa individuelle, quasi plus à Genève. C'est quasi impossible de construire une villa individuelle aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de terrain pour ça. Et puis alors, s'il y en a, il vaut tellement cher que... Ouais. Ça veut dire qu'à Genève, il y aura un problème à un moment donné avec un niveau de sol d'assolement, enfin de territoire d'assolement disponible qui doit rester disponible obligatoirement. Et donc des zones à bâtir qui deviennent plus possibles, enfin qui deviennent plus extensibles. Ça pourrait arriver, ça. Alors, donc on se retrouve avec une situation. On y est, hein. C'est-à-dire que on y est déjà. Il n'y aura plus d'extension de la zone à bâtir à Genève. Ah ouais? D'extension de la zone à bâtir, non. Il n'y en aura plus. Il y aura des modifications de zone, mais il y a peut-être quelques exceptions, peut-être quelques exceptions à la marge, mais pratiquement, ça ne se fera plus. De dézonage de zones agricoles, à quelques exceptions près, qui font l'objet de votations, comme à Bernay, la fameuse histoire de la goutte d'or, ou la goutte, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y a un endroit à Bernay, juste entre le tram et l'autoroute de contournement, qui était parfaitement bien disposé pour faire un peu de densification, qui était de la zone agricole. Et il y a eu une votation il n'y a pas très longtemps là-dessus, où ça a passé de justesse. Pourtant, c'était un endroit qui, à première vue, était vraiment tout à fait bien destiné pour ça. Ça a passé de justesse pour en faire une zone à bâtir. Oui. Ça, c'est la modification de zone a passé de justesse. Ouais. C'est incroyable que la population vote ça. Hein. Aujourd'hui, il y a une forte réactivité à la densification, au bétonnage. Oui, je trouve incroyable que ça soit accepté à Genève. Alors oui, non, c'est bien, heureusement. Non, bien sûr. Non, absolument. Oui, mais c'est ça que je trouve incroyable, c'est que, quand même, que les Genevois, c'est quand même les premiers à se plaindre que les prix immobiliers sont trop élevés, c'est quand même les premiers à s'opposer à toute construction. Vous êtes compliqué à Genève. Non, mais ça, moi, je suis neuchâtelois. mais vous savez, la seule chose, enfin, pour moi, ce qui me paraît le plus intéressant dans la vie en général, c'est la cohérence. Or, on est loin d'être cohérent comme être humain, par définition. Donc, les gens sont capables de vous dire dans la même conversation que, en fait, il faut absolument favoriser l'avenue de multinationales à Genève parce que c'est bien pour l'économie, et puis en même temps, dire non, la zone villa doit rester la zone villa. Ça va être difficile de mettre tout ça, de faire que ces deux choses cohabitent et se coordonnent. C'est difficile. Ils veulent attirer des multinationales, les gens à Genève, encore? Non, je vous donnais ça comme exemple. Ah ouais, ok. Maintenant, attirer des multinationales, c'est quand même une bonne solution pour maintenir le niveau de vie des Genevois. Ouais, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont parties. Hein. Sans parler des milieux de la Genève internationale. Vous avez vu 17% de réduction des budgets de l'ONU, 19% des effectifs. À Genève, ça s'est déjà traduit en des milliers de licenciements, des licenciements de personnel international, de fonctionnaires internationaux. Ça veut dire des gens qui quittent leur maison, leur logement, leur appartement, etc. Alors, vous me direz, tant mieux, ça va résoudre la crise du logement. Oui, peut-être. Oui, c'est ce qui peut résoudre la crise du logement à Genève. La seule chose qui peut résoudre la crise du logement à Genève de manière intramuros, c'est la seule,
c'est une baisse drastique de la population liée à un ralentissement économique. Mais je ne pense pas que ce soit souhaitable. Je Oui. pense pas que ce soit souhaitable. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça J'espère peut que non. arriver? J'espère que non. Mais Comment ça pourrait arriver? non, mais c'est pour vous dire, parce qu'à mon avis, par ailleurs, de résoudre la crise du logement à Genève de manière, encore une fois, endogène, c'est-à-dire de manière intramuros, à Genève même, le pourcentage de chance de la résoudre, il est de 0. Ouais, ça c'est sûr. Elle est insoluble, la crise du logement. Elle ne peut se concevoir que dans une vision plus large, territorialement parlant. Et évidemment, étant donné que tout autour de Genève, c'est un autre pays, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est là où la gauche et la droite se rejoignent un peu. C'est-à-dire le milieu des Verts rejoint un petit peu l'UDC dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que l'UDC protège ses zones agricoles et dira il faut que les gens arrêtent de venir. Puis les Verts diront voilà, il faut aussi protéger le paysage. Ouais, alors je pense que la différence, c'est que ni l'UDC ni les Verts ne disent qu'il faut que les gens arrêtent de venir. En fait, ils veulent une immigration d'un certain type. Ouais. Alors, mais pas le même. L'UDC veut une immigration, si j'ai bien compris, hein, mais l'UDC voudrait une immigration choisie dans le sens une immigration qualitative, alors que les Verts voudraient une immigration inclusive, hein, participative, enfin, voilà, qui accueille plus de réfugiés, etc. Donc, c'est une vision quand même politiquement très différente, mais oui, ces deux partis ont une même idée que la barque est pleine, Ouais. pour utiliser un terme qui est un mauvais souvenir. Guy Parmelin l'a dit. Ouais. Il a dit que l'hôtel. Il a dit que l'hôtel était à 80% plein, voilà. 90% plein. Comme ça. C'est assez juste. Hein. On dit que... Est-ce qu'il y a des... Je voulais rebondir là-dessus, parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais il y a des zones réservées à Genève ou pas? Il y en a eu. Aujourd'hui. Ah oui? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a eu entre 2015 et 2020. Oui. En fait, quand même, alors. Oui, il y en a eu, parce que en fait, la zone réservée, c'est un outil de planification. C'est-à-dire que quand vous vous dites, parce que ça prend du temps, hein, de faire des modifications de zone, donc de passer par exemple une zone agricole ou une zone villa en zone de développement, ça prend du temps. Évidemment que si dans tout le processus législatif, les propriétaires s'en avisent, ce qu'ils ne manqueront pas de faire, parce que c'est des choses qui se savent et qui durent un certain temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander des autorisations de construire pour vite construire ce que vous décriviez avec le Valais. On va vite faire un radier, on va vite construire quelque chose pour dire j'ai construit maintenant, hein, voilà, c'est bloqué. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Donc c'est pour ça qu'existe cette possibilité dans la loi sur l'aménagement du territoire de dire je peux bloquer pendant 5 ans maximum. Alors, dans le canton de Vaud, c'est 5 ans plus 3, je crois. C'est partout en Suisse. Oui, mais bon, alors, parce que ça a été jugé par le tribunal fédéral, parce que c'est une limitation évidemment du droit de propriété constitutionnel. Et donc, il a été jugé que c'était acceptable pour autant que ça respecte un certain nombre de règles, la proportionnalité, la nécessité, le besoin, l'utilité publique, etc., etc. Et puis, qu'il y a un vrai projet. Qu'il y a un vrai projet. Ça ne veut pas dire comme ça, oh, tiens, je vais réserver ces zones, comme ça. Donc, alors, ça a été utilisé à Genève, mais ça n'a pas tellement donné les résultats escomptés. D'abord parce que Genève est un peu prise à son propre piège. 5 ans, c'est rien en termes de construction à Genève. Ouais. Et donc, rien n'a pu être fait, ou de modification de zone, donc rien n'a pu être fait dans les 5 ans. Et donc, au bout de 5 ans... Après, ça a été aboli. C'est tombé. C'est tombé. Okay. C'est marrant parce que alors, partout ailleurs, après 5 ans, c'est prolongé 3 ans. Oui. Et après les 3 ans, donc les 8 ans, il ne se passe plus rien. Parce que c'est toujours pas fini et ça traîne toujours. Voilà. Alors, l'idée, c'est que dans cette période, en principe, l'État devrait prendre des mesures qui sont, par exemple, une modification de zone. Et donc, de changer la règle, changer la donne. La zone réservée, ça sert à ça. C'est de dire, on fige pendant 5 ans, pendant lesquels on va modifier la zone. On va passer d'une zone villa, où on peut construire des petites villas, à une zone de développement, par exemple, si on parle de Genève. Et dans cette période, on va modifier la zone. Et puis comme ça, quand on sort de la zone réservée, on est en zone de développement et la règle a changé. Voilà.
Mais ça, c'était juste pas réalisable. À Genève, c'est impossible de faire... En plus, il y avait pas mal de zones qui avaient été choisies un peu partout dans le canton. Et c'était impossible de faire en 5 ans des modifications de zones. Et de... Ça prend combien de temps, ça? Parce qu'à l'échelle de la commune, une petite commune qui... Les modifications de zone, c'est le Grand Conseil qui les fait. Donc ça veut dire que... Genève, c'est le... Genève, c'est le Grand Conseil. C'est le Grand Conseil qui décide. Ouais, la modification de zone. Ah oui, non, mais alors c'est sûr que... Ah oui, c'est centralisé. Oui, mais alors je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas prolongé. Parce que partout, dans toutes les communes, moi, c'est ça le gros problème que je trouve avec la loi sur l'aménagement du territoire. C'est que si on regarde ça d'un point de vue extérieur, on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, le canton de Vaud a ses législatives maintenant au mois de mars. Là. Donc, toutes les municipalités vont avoir... les votations sont maintenant, pour les syndics et puis les municipalités. Votation communale. Votation communale, voilà, exactement. Et en fait, dans l'aménagement du territoire, donc cette loi fédérale, dans la création et la mise en place du plan d'affectation communale, le PACOM, ils appellent ça ici, en fait, mais j'ai l'impression que c'est le problème, c'est le même partout. C'est-à-dire qu'on a mis des zones réservées pendant 5 ans. On s'est dit, OK, je travaille un peu mon truc. 3 ans après, à la fin des 5 ans, on se rend compte que c'est pas assez. On prolonge de 3 ans. Et puis après, on se rend compte qu'il y a les votations qui arrivent là. Et le pire des trucs à faire, c'est de mettre à l'enquête un plan parce qu'on sait que c'est une catastrophe pour beaucoup de gens. Ah oui. On sait que ça fait peur à toute la population, mais on veut quand même se représenter. Donc on se dit, ça, je laisserai pour les futures législations qui seront après moi. Donc, et les votations, là, aujourd'hui, mon focus, c'est de me faire réélire et mon focus, c'est pas de terminer ce plan. Mais ça, c'est dramatique, ça. C'est qu'il y a un conflit d'intérêts qui me paraît tellement énorme, tellement immense, que je ne comprends pas comment... Mais ce conflit d'intérêts-là ne se résume pas à l'aménagement du territoire, vous en serez d'accord. Ouais, bien sûr. Oui, mais sauf que c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est la politique en général, c'est-à-dire le risque de prendre des décisions, d'aller dans le sens de décisions impopulaires par rapport à ce que ça vous coûtera à la prochaine échéance. C'est vrai. Oui, c'est pour ça qu'on essaie de satisfaire toujours le groupe qui vote, d'ailleurs, et pas le reste de la population. Oui. L'idéal, ce serait que tout le monde aille voter, mais malheureusement, il semble... Oui, mais quand ça devient... Parce que là, c'est quand même un intérêt public, là, maintenant. L'aménagement du territoire et surtout l'accessibilité du logement. Parce qu'aujourd'hui, il est compliqué. Ça crée forcément des tensions. Plus le temps passe, plus les tensions sont importantes, et là, il n'y a que des perdants, aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas que des perdants. Il y a... Alors, vous parliez dans l'un de vos derniers podcasts de la SLOCA, qui a extrêmement bien réussi à fédérer les locataires à des fins politiques, parce que la SLOCA est complètement reliée au Parti socialiste, mais elle l'a très bien fait. Et en fait, la SLOCA, elle protège les locataires en place. Elle le fait bien, alors, extrêmement efficacement, et elle protège les locataires en place. Mais la protection extrême des locataires en place, ça fait évidemment des victimes. C'est les gens qui cherchent un logement. Parce que la protection du locataire en place implique la non-mobilité des locataires. Et donc, les gens qui sont chez eux dans un appartement, ils y restent parce que c'est trop compliqué de bouger. Et donc, on ne bouge pas. Et on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas proposer de rocade, etc. Parce que les règles étant très strictes en matière de protection des locataires, c'est très compliqué d'aller discuter avec un locataire pour lui proposer quelque chose, parce que dès qu'on entre en discussion, ça peut avoir des conséquences sur une éventuelle, si par la suite, derrière, on allait lui signifier une résiliation de bail, il pourrait dire qu'en fait, le bail a été résilié de mauvaise foi, parce que c'est un congé sanction, parce qu'il n'a pas accepté. Bref, donc entrer en discussion avec un locataire est devenu très compliqué. C'est-à-dire que la protection extrême des locataires a eu pour conséquence de créer une relation, et c'est une des choses qui ressortait de votre podcast, une extrême confrontation entre les locataires et les bailleurs, qui ne permet plus la discussion. C'est impossible. Si vous voulez résilier le bail de quelqu'un, vous vous dites, moi je vais essayer de le faire dans de bonnes conditions, je vais le faire gentiment, je vais aller le voir d'abord, etc. Enfin, ce qu'on ferait tous, quoi. Mais ça, c'est impossible. Si vous faites ça, vous êtes mort. Parce que si vous allez voir votre locataire, qu'il n'est pas dans le même état d'esprit que vous,
à vous dire, bon, écoutez, merci, c'est sympa d'être venu me voir, etc., mais qui court à la SLOCA, avant que vous ayez eu le temps de lui signifier sa résiliation, il va vous demander des travaux, et puis dès qu'il vous a demandé des travaux, si vous lui signifiez son congé, hop, vous retombez dans cette histoire de congé de mauvaise foi, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on est dans une espèce de glacification de la relation locataire-bailleur qui, à mon avis, est à la fin défavorable aux locataires au sens global. C'est-à-dire l'ensemble des locataires, l'ensemble de ceux qui ont vocation à être locataires. Comme vous le savez, c'est une énorme majorité de la population en Suisse en général, mais surtout à Genève, hein, où il y a, je crois, 18% de propriétaires. Donc, C'est ça, ouais. le reste sont des locataires. Ouais. Et globalement, je pense que ce n'est pas une bonne approche. C'est très, très juste et c'est très, très précis. Hein. Moi, j'ai le sentiment que la pénurie de logement, évidemment que la pénurie de logement crée des électeurs très, très, très importants et de plus en plus pour le Parti socialiste, pour la SLOCA, évidemment. Alors, sur les questions locatives, parce que par alors, ailleurs, le Parti socialiste n'a pas progressé de manière spectaculaire dans les intentions de vote. Ouais, avec la pénurie de logement. Effectivement, mais oui, bien sûr. Non. Mais disons, voilà, c'est des thèmes, disons, c'est des thèmes politiques, oui, bien sûr, et ils sont utilisés comme tels. Mais c'est vrai que je pense qu'ils se rendent compte de tout ce que vous avez dit là, qui est pour moi c'est très très précis. C'est des choses que je pense depuis un moment, mais sur lesquelles j'ai jamais vraiment mis de mots, c'est vrai, hein, et c'est très précis. Mais c'est qu'on s'en rend compte que quand on déménage, que c'est pas possible. Et donc c'est vrai que quand on est un parti pro-immigration, on aurait tendance à se dire, pour les gens qui arrivent, il faut qu'on ait des logements. Mais là, politiquement, la direction, elle est complètement opposée à ça. Oui, c'est assez correct. L'absence de cohérence. Ah, c'est juste. C'est peut-être du bon sens qui n'existe plus. Donc là, les zones réservées n'ont eu aucun impact sur le développement territorial à Genève, alors. Fondamentalement, pas beaucoup. Très peu, vraiment très peu. Il y a eu un peu de travail pour les avocats. Mais... et alors, pour rebondir sur le travail des avocats, j'en profite. On parle beaucoup d'opposition et de recours, etc. Et alors, cette partie-là, dans l'évolution juridique que vous avez suivie, qui est certainement ce que vous avez assez régulièrement comme cas à traiter, comment ça a évolué juridiquement, sur ces 10, 20, 25 dernières années? Ça a évolué un peu comme tout ce qu'on a décrit, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une... on sait qu'on est dans un monde qui s'individualise de plus en plus. On est de plus en plus individualistes les uns et les autres. Donc, on peut avoir voté pour la LAT 1, 2, ou même pour l'initiative du paysage ou l'initiative contre le mitage. Et puis, à côté de ça, lorsqu'on vous dit, on va densifier ici la villa d'à côté, on va la démolir. Au lieu d'une famille, on va en mettre 6. Vous dites, non, pas derrière chez moi. C'est ce qu'on appelle le syndrome Puma. Peut être utile, mais ailleurs. C'est vraiment... et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, mais on est tous un peu comme ça. On a une vision globale, on est très positif sur des choses, on est très ouvert. Et puis ensuite, quand on vous dit, non, mais attendez, ça c'est chez moi. Non, mais parce que moi, j'ai toujours eu la vue sur telle chose, je l'aurais plus. Oui, non, vous l'aurez plus parce que vous n'avez pas acheté le terrain d'à côté. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Mais ça aurait dû s'anticiper, non, dans la LAT. C'est quelque chose qui aurait dû, d'un point de vue fédéral, quand on introduit une loi fédérale pour aménager le territoire, on aurait dû, d'un point de vue fédéral, aménager aussi les conséquences juridiques d'un tel aménagement. Oui, alors après, là, ce dont vous parlez, ça touche à autre chose, c'est la loi sur les constructions. Alors, les constructions, ça, c'est vraiment cantonal. Il y a quasi pas de règles fédérales en matière de construction à proprement parler. Dans le canton de Vaud, c'est la LATC, l'aménagement du territoire et la construction. Et puis à Genève, c'est une loi différente qui est la loi sur les constructions. Bon, à Genève, alors c'est ce qu'on appelle le millefeuille genevois. Vous avez la loi sur les constructions, mais vous allez aussi appliquer, suivant ce que vous faites, vous allez appliquer la LDTR, vous allez appliquer la loi sur le logement, vous allez appliquer la loi sur les zones de développement. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent avoir un impact sur ce que vous allez construire. Mais disons, c'est la loi sur les constructions. Ça, c'est vraiment des choses qui sont totalement restées cantonales.
Et la question, alors c'est toujours la même chose, c'est que c'est un principe plus général qui veut que toute décision prise par une autorité publique peut faire l'objet d'un recours. Et ça, c'est un principe démocratique qui est, là encore, me paraît-il sain. Parce que, évidemment, si on commençait à dire oui, mais alors, sauf les décisions prises par une autorité administrative dans tel et tel et tel et tel domaine, alors c'est quand même une limitation importante de la liberté. Parce que, bien sûr, on se dira que la plupart, je ne sais pas exactement quel est le pourcentage, mais disons le nombre de recours contre des autorisations de construire délivrées ou des permis de construire dans le canton de Vaud qui sont suivis, enfin, qui aboutissent à un succès, c'est-à-dire à l'annulation de l'autorisation de construire, le pourcentage est très faible parce que les autorités font bien leur travail, elles appliquent la loi. En plus, si on prend l'exemple de Genève, ça fait le tour, mais c'est la même chose dans les autres cantons. Mais évidemment, c'est un peu différent quand on parle d'une commune, surtout si c'est une petite commune vaudoise qui est peut-être très mal équipée en matière de moyens juridiques, de capacité à étudier un dossier. C'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, alors, si on prend l'exemple genevois, il y a vraiment tous les services sont consultés, le service de l'énergie, le service de l'eau, enfin, toutes les interactions, toutes les incidences qu'une construction va avoir donnent lieu à un préavis. Et donc, la plupart du temps, les autorisations délivrées, elles sont légales et elles sont conformes à la législation en vigueur. Donc, c'est rare qu'il y ait et c'est le cas, heureusement, dans un pays comme le nôtre, de la plupart des décisions rendues par les autorités. Elles sont en principe conformes à la législation en vigueur. Par contre, on est quand même attaché au fait de pouvoir dire « j'aimerais quand même le faire vérifier par un juge, parce que là, j'ai un doute ». C'est un droit démocratique et je pense que c'est important. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais la première, c'est je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. En fait, le problème, c'est la durée que ça prend. Moi, c'est ça le problème que je vois. C'est pas que. Et je suis d'accord, on doit laisser ses droits, etc. Mais par contre, on aurait dû prévoir le fait qu'on puisse le faire beaucoup plus rapidement. C'est que si on a voulu dire, bon, maintenant, on va construire plus haut, on va vous rapprocher tous les uns des autres. Évidemment qu'il y aura plus de conflits quand on rapproche tous les uns des autres. C'est logique. Hein, c'est comme si dans cette pièce, ici, on était 15 au lieu d'être 2. On aurait forcément des tensions. Ça serait plus compliqué. Et voilà, c'est plus compliqué. Donc quand on rapproche tous les uns aux autres de manière forcée par la loi, une loi fédérale pour toute la Suisse, la même chose, on doit dire de manière fédérale pour toute la Suisse, la même chose, le processus d'opposition ou de recours change. Il va plus vite. On fait autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait du sens ou pas ? Je vois ce que vous voulez dire. C'est ce qui crée aussi la pénurie. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, c'est pas réalisable, je pense. Parce qu'en réalité, ça toucherait une foule de lois différentes. Hein. Ça touche les lois de procédure, parce qu'en fait, c'est des questions de procédure. Si c'est long, si c'est problématique, c'est parce que c'est la procédure qui est longue. Et si les procédures sont longues, alors c'est le résultat des lois de procédure. Les lois de procédure, elles sont... Alors si on parle de procédure administrative, elles sont cantonales. Il y a une loi de procédure administrative fédérale, mais c'est des procédures administratives cantonales sur la construction. Par contre, elles sont quand même influencées par les principes généraux qu'on développe en matière constitutionnelle, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme, et qui sont de plus en plus protecteurs de l'individu. On a tendance aujourd'hui à être très victimisant, on fait très attention, on cherche beaucoup à protéger plutôt les minorités que la majorité, ce qui est une tendance, à mon avis, antidémocratique, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et ça, si vous voulez, ça a rallongé les procédures. Moi, je le vois, puisque je commence à avoir une carrière d'avocat qui est assez longue, et je vois bien que les procédures, alors en procédure civile, c'est particulièrement frappant, elles se sont largement allongées. J'ai une procédure, par exemple, en cours maintenant, on a introduit la cause, pas en conciliation, devant le tribunal en décembre en 2022, et on aura fini les échanges d'écriture, donc qui est l'instruction préalable, hein, c'est le début de l'information préalable dans
dans une procédure civile, c'est des échanges d'écriture. Il peut y en avoir jusqu'à 2. Les parties peuvent échanger chacune 2 fois. Donc, ça veut dire demande, réponse, réplique, duplique. À cela peut s'ajouter encore toujours le droit de répondre. Ça, c'est une jurisprudence de la CEDH qui a été introduite dans le Code de procédure civile récemment. C'est-à-dire vous avez toujours le droit de dire encore votre avis. Et donc, pour autant que vous le fassiez vite, ça peut encore prolonger comme ça pendant des années. Et donc, là, dans cette affaire, on aura fini, on pourra commencer à discuter devant le tribunal, entendre des témoins, entendre les parties, entendre les témoins, etc. En 2026, ça veut dire 4 ans, presque 4 ans après le dépôt de la demande. Et on est en première instance. Et il y a 3 instances. Mais ça, c'est pas de l'immobilier, ça. Oui, c'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier. Mais c'est pas de la procédure administrative. Donc, c'est pas du droit de la construction. Mais en droit de la construction, alors ça va un peu plus vite quand même, heureusement. Mais ces règles restent en vigueur. Et en particulier, le fait de pouvoir toujours répondre encore quelque chose, ça reste en vigueur. Donc, si vous avez affaire à un opposant très quérulent, qui veut en découdre et qui veut faire prolonger les choses d'autant que possible, eh ben, il peut le faire. Et maintenant, il a des moyens encore supplémentaires par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Donc, ça a été à fin contraire par rapport à ce que vous soulignez. Et je le déplore autant que vous. Mais c'est incroyable, ça. Mais il n'y a pas un politicien à Berne, Parlement, qui peut bouger un peu ça? Tout ça, c'est des résultats de constats constitutionnels. C'est-à-dire qu'on a considéré que le corpus constitutionnel, dont la Convention européenne des droits de l'homme fait partie, imposait ce genre de règles. Alors moi, je suis d'accord que là, je pense qu'on exagère complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une vision de la protection de la personnalité, de l'individu, etc., qui est beaucoup trop ethnocentrée, centrée sur l'individu, pas du tout assez sur la collectivité et sur les besoins de la collectivité, parce qu'après tout, ça doit toujours être un équilibre. On sait bien qu'on doit renoncer à une partie de notre liberté pour permettre à la collectivité de fonctionner. Et ce que vous décrivez, c'est typiquement un exemple de quelque chose qui est un peu perverti dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup de tentatives pour améliorer les choses, mais sans grand succès jusqu'à maintenant. Mais pourquoi? Comment ça se fait, ça? Parce que dès que vous dites... Imaginez, je vais au Grand Conseil dans un canton ou au Parlement à Berne, je dis... c'est pas possible, les procédures sont trop longues, il faut diminuer les temps les possibilités de recours, etc. Immédiatement, vous aurez un parti du bord opposé qui va dire c'est un scandale, on veut museler les droits de l'individu, on veut empêcher que chacun puisse faire entendre sa cause, etc., etc. Et donc c'est des vrais enjeux. Mais là, je pense qu'on sort vraiment des questions d'aménagement du territoire pour entrer dans des considérations qui sont plus philosophiques, ou plus liées au droit constitutionnel. Mais on se rend compte que l'aménagement du territoire, c'est philosophique. Oui, absolument. C'est ça. Mais, on parlait de consensus avant et de bon sens, mais moi, à un moment donné, on entre dans du bon sens. Ouais. Là, je veux dire, à Berne, ils sont justement normalement suffisamment intelligents et puis raisonner pour avoir un minimum de bon sens, trouver un consensus. Oui, mais vous savez, le bon sens, c'est une notion assez subjective. Hein. Ouais. Descartes disait que c'était la chose la mieux répartie, parce que, en ce sens que tout le monde, même les plus difficiles, sont persuadés d'en être suffisamment pourvus. Et c'est vrai. C'est très, très juste. Bon. Bien. Si vous deviez régler alors cette pénurie du logement, vous feriez quoi? Une baguette magique là maintenant tout de suite là. Vous à Berne, vous n'avez pas besoin de discuter. Vous allez à Berne. Une vraie baguette magique qui me permet de faire n'importe quoi. Exactement. Ouais. Ah ouais. Alors, non, comme une boutade, je dirais qu'à Genève, je remonte le cours de l'histoire. Je remonte jusqu'en 1815 et je révoque la décision des autorités de la Restauration à l'époque qui ont refusé que les communes du Genevois français rejoignent Genève parce qu'elles avaient peur de voir basculer la majorité religieuse. 200 ans après, on se dit que finalement, ce n'était pas une question si fondamentale que ça, surtout que depuis, elle a largement basculé, la majorité religieuse. Et
Et c'est un problème à Genève, parce que si vous regardez, vous montez sur le Salève, vous regardez, vous voyez tout de suite que le bassin du Genevois, il est extrêmement bien défini et que ça devrait être un ensemble cohérent. Et donc, on a fait un développement complètement à rebours du bon sens dans le bassin du Genevois, avec une zone d'attraction qui est le centre de Genève, qui est une attraction économique énorme, et donc qui s'est développée avec sa couronne de villages, de zones villas, etc. Ensuite, sa zone agricole, sa couronne verte, comme on dit. Et puis, derrière la frontière, on a construit complètement, de manière complètement désordonnée, à l'infini, ce que les Français appellent des zones pavillonnaires. Donc là, on est en France. Là, donc, oui, mais c'est de là que viennent une très grande partie des gens qui font la main-d'œuvre de ce qui fait la prospérité de Genève. N'en déplaise au MCG. C'est ce que j'allais dire. C'est évident. Non, mais on peut pas, on le sait bien. Enfin, tout le monde le sait. On peut bien faire un truc politique là-dessus, mais en réalité, tout le monde sait que si on ferme les frontières, on ferme l'hôpital, on ferme un grand nombre d'usines, même des administrations publiques. Il y a plein d'entreprises qui ne pourraient pas fonctionner sans l'apport des frontaliers. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout assumé à Genève. Pas seulement à Genève, d'ailleurs. Le canton de Vaud aussi a des frontaliers, mais ils les traitent moins mal. Parce qu'il y en a moins quand même. Il y en a moins, parce qu'il y en a moins, et puis parce que c'est plus un choix. On n'est pas obligé d'être frontalier, alors que pour tous les gens qui travaillent à Genève, il n'y a pas de place pour se loger à Genève. C'est pas possible. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et donc il faut aller chercher ailleurs. Et ailleurs, suivant vos moyens, très vite, vous voyez que l'ailleurs, c'est la France voisine. Et donc, le développement en France voisine a été fait de manière complètement anarchique. Alors là, le terme est vraiment bien choisi, anarchique. Et si vous allez vous promener un petit peu derrière le Salève, là, vers Bonn, etc., vous voyez que toutes ces communes se sont étalées en zones pavillonnaires dans lesquelles il y a très peu de transport public, parce que quand vous étalez des villas, vous ne pouvez pas faire des bus qui vont dans tous les petits chemins. Donc, en fait, les gens sont obligés de prendre des voitures. Et donc, on revient sur une autre problématique, c'est qu'une agglomération cohérente, ça ne se construit pas seulement en termes de logement, mais ça se construit aussi en termes d'infrastructure, de mobilité. Et de ce point de vue-là, l'agglomération autour de Genève, elle est complètement à l'abandon. C'est une situation qui marche à reculons. On est obligé de considérer que la France voisine fait partie du bassin économique de Genève. Sinon, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on ferait mieux de l'admettre et puis de travailler là-dessus. Mais force est de constater que depuis 20 ans, les conseils d'État genevois, qui sont quand même l'autorité qui devrait prendre le lead sur cette affaire, parce que ce n'est pas aux communes du Genevois français ou au canton de Vaud de prendre l'initiative dans ce domaine, étant donné la centralité de Genève, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. En tout cas, ils n'ont rien fait de concret. Il n'y a pas de réalisation qui a abouti à quelque chose. Toutes les vagues démarches qui ont été tentées en matière de coopération transfrontalière se sont finalement n'ont pas abouti à grand-chose, à l'exception près du CEVA, qui est une réalisation transfrontalière vraiment, vraiment importante et vraiment utile. Personne n'en discutera, je pense. Vous pensez quoi d'ailleurs de la fin de la scolarisation possible là, des Français à Genève ? Ça vient d'arriver, ça, non ? Mais ça fait partie de ces choses qui sont... on est dans l'absurde, évidemment, parce qu'on sait bien qu'il y a des Suisses qui vont habiter en France voisine. Parce que si vous êtes Suisse et que vous avez envie d'avoir une villa du type de celle que je décrivais tout à l'heure, et puis vous n'avez pas d'autre choix que d'aller à Collonges-sous-Salève ou dans les communes avoisinantes.
ou du côté de Saint-Julien. Et puis, une fois que vous y êtes, vous vous sentez suisse quand même, donc vous voulez garder vos plaques, vous voulez que vos enfants aillent à l'école en Suisse, etc. En fait, vous voulez vivre comme un Suisse en France. Alors, c'est des espèces de compromis boiteux qui ont duré un certain temps, mais aussi en raison disons, une certaine hystérisation de la problématique qui est, à mon avis, traitée par le mauvais bout. Parce que c'est sûr que les flots de circulation de voitures qui viennent, ou des flots de circulation en général, pas que de voitures, qui viennent de Françoisine pour arriver à Genève, de mobilité individuelle, sont problématiques, mais la manière de les traiter, c'est certainement pas de dire que c'est la faute des frontaliers. Certainement pas. Et donc, la question que vous posez, c'est dans cette logique, c'est qu'au fond, de plus en plus, il y aura des mesures de rétorsion. Alors maintenant, j'ai vu que le MCG voulait interdire l'accès à des postes à responsabilité, je ne sais plus quel terme ils utilisent, à des frontaliers. Bon, oui, bon, je ne sais pas quoi dire de ça, c'est de la politique. Ça sort du périmètre de notre discussion. J'espère en tout cas que ces Suisses qui vivent en France, ils ont voté non en 2013 à la latte. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont voté pour ou contre les P+R, vous savez, ces parkings relais qui devaient être construits sur le territoire français et que Genève payait pour les construire sur le territoire français, ce qui paraissait quand même bien logique pour éviter justement ces flux de circulation, et qui ont été combattus farouchement par certains partis politiques et qui ont été refusés par la population genevoise. Donc on n'a pas construit en territoire français, donc toutes ces voitures continuent à venir en territoire genevois. Voilà. Ouais. Cohérence. Vous avez quand même un peu bien évité l'histoire de la pénurie de logement, parce que ça n'a pas trop répondu à la question malgré tout. L'histoire de la baguette magique. Ah oui, l'histoire de la baguette magique. Non, oui, c'est vrai que je suis parti sur une histoire un peu historique. Frontalier. Qui était un peu de la blague. Non, mais je pense qu'elle ne peut se résoudre que en termes d'agglomération. Et donc, résoudre la pénurie de logement, c'est traiter les choses en termes d'agglomération, et donc trouver, en termes de construction d'infrastructures, très, très important. Alors maintenant, vu qu'on a sorti du chapeau la construction d'un métro, peut-être une très bonne idée. Peut-être une très bonne idée. Pour quand ça ? Où ça ? Un métro qui traverserait, enfin qui ferait un complément par rapport au CEVA et qui permettrait de relier, je crois, de la région d'Annemasse. J'ai pas étudié encore ça vient de sortir, mais de manière précise, mais qui traverserait le lac, qui passerait sous le lac et qui remonterait de l'autre côté vers la gare. Donc tout ça me paraît bien. Je pense que les infrastructures, il faut les réaliser, il faut les faire. Et il faut être cohérent, encore une fois. Zurich, ils sont pas vachement meilleurs quand même pour ça. La Suisse alémanique, ils sont pas vachement meilleurs. Ils sont à des années-lumière. Non, mais vous savez, il n'y a qu'à Genève qu'on a réussi à se tirer des balles dans le pied comme ça, des rafales de balles dans le pied. Parce que chaque fois qu'on parle de la traversée du lac, ce qui serait quand même le moyen le plus simple de dégager le centre-ville et de faire en sorte justement qu'on puisse appliquer au centre-ville cette fameuse politique qu'en particulier la gauche aimerait tellement voir appliquée, qui serait de pacifier, comme ils disent, le centre-ville, en ayant beaucoup moins de voitures, qui roulent beaucoup moins vite, etc. Mais aujourd'hui, si vous êtes sur la rive gauche, vous habitez sur la rive gauche, vous voulez aller en Suisse, dans votre propre pays, vous devez passer par le centre-ville de Genève. C'est pas possible autrement. Et donc, vous passez par le centre-ville de Genève, qui est un endroit où, en fait, vous êtes malvenu. Parce qu'on ne voudrait pas y voir de voitures. Donc, tous les moyens qui peuvent être imaginés pour vous compliquer la vie sont bienvenus. Alors, c'est quand même un problème, parce qu'il faudrait que vous ayez quand même un moyen de pouvoir aller en Suisse, depuis la rive gauche de Genève, sans être coincé, sans être forcé de passer par ce qu'on appelle le Hue-Lacustre, le pont du Mont-Blanc, etc. Mais ça, encore une fois, moi je pense qu'on aurait dû depuis longtemps faire une traversée du lac ou de la rade, peu importe, mais faire en sorte que la circulation puisse éviter le centre-ville. Ça paraît évident. Pourquoi il n'y a pas un pont de Bellevue à Colonie, là ? C'était un projet. C'était, ou un en l'occurrence, tunnel, il y en a eu deux. Il y a eu la traversée de la rade, qui était depuis la Nautique jusqu'à l'avenue de France en face.
Ça, c'était la traversée de la Rade qui a été refusée en 96 maintenant. Ça fait déjà pas mal d'années. Et puis, il y a eu après, maintenant, qui est encore inscrit dans le plan directeur cantonal, mais à mon avis, pour la gloire, parce que ce ne sera jamais construit, je pense, c'est la traversée du lac qui est effectivement entre Bellevue et Collonges-Bellerive, à peu près. Et ce qui ferait... C'est dans le plan directeur, ça? Oui, c'est dans le plan directeur, oui. Oui, Ah. oui, mais bon, c'est totalement théorique. Alors, pour revenir à votre point, effectivement, les Uriquois, mais pas seulement les Uriquois. Moi, j'étais à Neuchâtel aujourd'hui. Neuchâtel a construit des tunnels partout. Partout. Donc, en fait, a réussi à régler la problématique de la circulation routière par le sous-sol. Mais elle a construit ces tunnels avec les fonds fédéraux. Et on vient nous dire, quand on parle de la traversée de la Rade à Genève, non, mais Berne ne voudra jamais financer ça. Évidemment, parce que Berne voit que les Genevois ne sont pas d'accord entre eux, donc on ne va pas allouer des fonds à un projet qui ne se réalisera jamais. Voilà. Mais c'est évident que c'est ça qui devrait être fait. C'est évident qu'en termes d'infrastructure, la crise du logement se résout par une meilleure coopération transfrontalière, de meilleures infrastructures en matière de mobilité, et de façon à ce qu'il y ait une meilleure porosité, encore une fois, n'en déplaise au MCG, entre le canton de Vaud, la France et Genève, de telle manière qu'on puisse avoir une capacité des gens qui font la prospérité genevoise à habiter de manière normale, agréable, à distance raisonnable, en pouvant se rendre à leur travail dans des conditions qui ne soient pas... vous savez, il y a des gens qui viennent d'Annecy aujourd'hui en voiture et qui entrent dans Genève en voiture en venant d'Annecy. Donc ça veut dire que c'est des gens qui font, et plus loin parfois, des gens qui font 1 heure, 1 heure et demie de trajet le matin, la même chose le soir. C'est absurde. C'est absurde. Ouais. On ne peut pas en vouloir à ces gens-là. On doit en vouloir au système qui fait que la crise du logement fait que les gens doivent partir là-bas. Il faudrait faire des immenses tours, alors, juste de l'autre côté de la frontière, avec des immenses parkings juste à côté, et des bus qui font des allers-retours comme ça. Non, parce que ce serait une ghettoisation de la France voisine. C'est pas ça. C'est pas ça une agglomération. C'est pas ça. Ok. Mais pourquoi est-ce que le pont il se ferait jamais entre Bellevue et Collonges-Bellerive, si c'est dans le plan directeur là? Parce qu'il y a toujours plus de gens pour dire non que de gens pour dire oui. Mais comment parce qu'il y c'est a tellement possible, ça? de bonnes raisons pour dire non. Il y a ceux qui sont là où le pont devrait s'accrocher. Ils n'ont aucune envie de le voir chez eux. Il y a ceux qui n'aiment par définition pas les voitures. Donc, ils sont toujours contre parce qu'ils n'aiment pas les voitures. Mais justement, il y en qu'ils aurait pensent- moins. Là où Oui, ils mais- habitent, parce qu'eux, ils habitent au centre. importe. Hein. C'est au centre de Genève, ceux qui sont Oui, anti-voiture. oui, hein, c'est ça. Mais ils veulent la disparition des voitures. Enfin bref, il y a plein de choses, il y a plein de bonnes raisons pour dire non. Et j'ai peur que ça fasse toujours une majorité. C'est incroyable. Ouais. Allez, je ne vois, vous êtes tellement compliqués. Enfin, ils sont tellement compliqués. Merci infiniment. Mais merci à vous, Edouard. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. Et puis, on se réjouit de voir comment Genève a développé son territoire. Écoutez, Genève, surtout, c'est important qu'elle reste prospère, économiquement, attractive, compétitive. Et vous avez vu que récemment, la Suisse a été jugée comme un des pays, ou le pays le plus compétitif au monde par un organisme, je ne sais plus lequel, c'est sorti dans la presse il y a quelque temps. Je pense que ça, c'est important. Ah, bien sûr. D'ailleurs, j'ai parlé avec... j'ai eu un épisode, j'ai eu plaisir de tourner, qui sortira bientôt d'ailleurs. Il sera déjà sorti au moment où cet épisode sort, mais c'est avec Michel Dominicé, Oui, fondateur du fonds immobilier Bien Dominicé. bien sûr. Et puis, lui est intimement convaincu que Genève, Zurich, Bâle, ça restera toujours des centres très attractifs et que la performance du marché immobilier sera toujours supérieure dans ces centres-là qu'ailleurs. Voilà. Donc, peut-être qu'il a raison. Hein. C'est très probable, heureusement. On verra. Merci beaucoup. Merci à vous.